l'heure de retrouver la tribune des décideurs. Vous en avez maintenant l'habitude d'un rendez-vous chaque lundi à 12h30 pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Vous pouvez les poser en amont aussi sur la tribune.fr pendant l'émission bien sûr, sur décideurtv.com ou via Twitter accompagné du hashtag LTDD pour la tribune des décideurs. Eric, bonjour. Bonjour. On se trouve aujourd'hui en compagnie de Vincent Leclabar. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez gentiment répondu à cette invitation. Alors quelques mots pour vous présenter. Vous avez 62 ans. Vous avez fondé l'agence Australie il y a 29 ans. Autant dire que vous avez vu couler l'eau sous les ponts de la pub. Australie, c'est un groupe indépendant, 180 personnes, 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on raisonne en marge brute. C'est 21 millions de marge brute, donc dans le monde de la publicité. Peut-être que vous nous en direz un mot. Une première question. Ce nom Australie, il est né comment ? Pourquoi avoir choisi ce continent ? C'est très simple, c'est une question d'irrigation du cerveau. Quand vous avez la tête en bas, vous êtes mieux irrigué et donc on est plus créatif forcément. L'hémisphère sud. Alors on va prendre tout de suite, c'est le principe de l'émission, une question d'internaute. Petite question, vous demande, vous travaillez avec Leclerc, avec CIC, vous êtes devenu professionnel du dénigrement de la concurrence ? Alors si la publicité comparative c'est du dénigrement, oui, mais non. Non, en fait, on a été les premiers à faire de la véritable publicité comparative à grande échelle avec Leclerc. Et ça, c'est très encadré. Donc, vous comparez objectivement des choses. Donc, ce n'est pas du dénigrement, c'est simplement de l'information du consommateur. En ce qui concerne le CIC, c'est un peu différent, puisque là, effectivement, on critique la catégorie des banquiers qui ne sont pas capables. À la papa, un peu. Un peu à la papa. Vous pouvez juste nous rappeler un peu, parce que les Français, je ne suis pas sûr, ne sont pas forcément familiers avec la réglementation sur cette publicité comparative. Alors, la réglementation sur la publicité comparative est très claire. Vous avez le droit de dire et de comparer des choses qui sont mesurables en mettant les noms de vos concurrents. Donc, vous pouvez comparer des prix, vous pouvez comparer des compositions, vous pouvez comparer des dates de fraîcheur, tout ce qui est objectif et qu'on peut vérifier. D'ailleurs, Préti rebondit et dit c'est de la pub comparative, c'est de la pub de juriste en fait. Faut être Au départ, c'est extrêmement juridique. Sur Leclerc, on passe beaucoup de temps, on pèse les mots, on pèse exactement tout ce qu'on dit. Il y a eu des conflits, il y a eu des tentatives de rétorsion, de rébellion de la part d'enseignes qui avaient été citées, mais en fait, à chaque fois, il y a eu correction, puisqu'au début, il y avait un petit défaut dans le comparateur qui avait été mis au point. Ça a été corrigé tout de suite et depuis, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de pubs comparatives en France ? Il y a deux raisons. D'abord, c'est cher. C'est cher parce qu'il faut prouver. Donc, ça veut dire qu'il faut enquêter, il faut amasser un nombre de données qui est assez impressionnant. Et ensuite, il ne faut pas être trop méchant parce que si on est méchant, les gens n'aiment pas. Et donc, beaucoup d'annonceurs n'aiment pas être méchants ou paraître méchants avec leurs concurrents. Ouais. Parce qu'on est très très en arrière de la main en France, enfin, par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons, on est très très gentil. Tout à fait, oui. Dans notre pays, ça fait longtemps que ça existe. Et ce serait bien si on devenait un petit peu plus méchant ? Je pense pas que le but du jeu soit d'être méchant. Le but du jeu, c'est d'émerger. Et quand c'est fait sur une grande échelle comme Leclerc, par exemple, ça a permis à l'enseigne d'affirmer vraiment son positionnement prix d'une façon irréfutable. C'est pas recommandé pour tout. Vous avez eu du mal à les convaincre d'aller dans cette direction ? Alors d'abord, c'est pas nous qui les avons convaincus, c'est eux qui ont mis au point ce système de comparaison. Ça existait à l'étranger, ça n'existait pas exactement sous la même forme. Tesco fait ça depuis très longtemps. Comme on est en France, il fallait que ce soit absolument irréprochable, donc ça coûtait très cher, c'était très compliqué à monter. Une fois que c'était monté, ils poussent toujours Leclerc, ils sont toujours prêts à la castagne. À innover. Alors, une question qui nous arrive, honnêtement je ne comprends pas la signification, mais je vous la pose tout de même. Que fait exactement l'AACC ? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces initiales AACC ? Alors l'AACC, c'est assez révélateur que vous posiez la question, c'est notre syndicat professionnel. Que fait l'AACC ? Pas de la pub apparemment. L'AACC apparemment doit améliorer sa communication, mais l'AACC travaille beaucoup pour faire connaître nos métiers de la communication, pour les fédérer, pour aider les entreprises à s'améliorer, à traverser la crise, à mieux connaître justement tout ce qui est juridique. Et puis également, ça travaille beaucoup, ça fait partie du MEDEF, ça travaille sur les conventions collectives, sur les salaires, des choses comme ça. Vous en êtes membre ? J'en suis membre et pour ne rien vous cacher, je suis candidat à l'élection de la présidence de la AACC. D'accord. Et c'est quand ça, cette élection ? C'est demain. C'est demain. Ouais. Ah, bah alors voilà, on a un autre candidat. Ben oui, vous n'étiez pas au courant. Alors, profitez-en, vous avez une tribune. Alors, des c'est décideurs. quoi le message ? Qu'est-ce que doit faire le... Quel est votre slogan pour être président ? Mon slogan, c'est moi, président. Retrouvons de l'affluence. Le métier que je fais depuis si longtemps, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. C'est de l'expérience, hein, c'était pas un reproche. Absolument. A nettement perdu de son influence et beaucoup de sa considération. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un moment où c'était nouveau, où c'était intéressant, où l'économie était portée.
Et dans ces moments-là, on aime bien la communication. Et puis progressivement, nos interlocuteurs, les publics, se sont aguerris, sont devenus très experts, très exigeants. Ça va moins bien pour eux, ça va moins bien pour tout le monde, ça va moins bien pour les annonceurs. Donc c'est beaucoup plus tendu, on nous demande d'être beaucoup plus créatifs. Et de mesurer beaucoup plus le fameux ROI, le retour sur investissement. Pas tellement, on le mesure sur certains médias, évidemment, tout ce qui est digital. Il y a beaucoup de ROI, mais encore là aussi les KPI, comme on dit. Donc les indicateurs de performance, n'est-ce pas? Les Key Performance Indicators. Voilà. Les indicateurs de performance, il faut bien les connaître et il faut bien les définir. Il faut savoir à quoi ils correspondent. Est-ce que quelqu'un qui like ou qui share, donc qui aime ou qui partage, est vraiment engagé envers la marque? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, mais il restera à le prouver. Mais retrouver de l'influence, pour quoi faire? Pour être plus efficace? Pour éviter de subir ce que l'environnement nous fait subir, c'est-à-dire que des députés décident un jour de faire des propositions de loi qui vont nuire à nos métiers, ou bien que des politiques se réunissent pour décider s'il y aura de la publicité à la télévision sans nous consulter, ou des choses comme ça. Alors justement, peut-être un mot sur aussi l'élection au MEDEF. Vous avez un favori? Est-ce que si vous êtes élu demain, vous allez porter vos suffrages vers l'un ou l'autre candidat? Il y en a qui incarnent la jeunesse, même si c'est quelqu'un d'assez plus dur qu'il dit pareil, puisqu'apparemment c'est le gentil par rapport aux bagarreurs. Pas si jeune que ça. Qui ça, Mais Geoffroy Roux de Bézieux, effectivement, semble incarner plus une modernité que Gattaz. Donc il a vos faveurs? Il aurait plutôt ma faveur, oui. Patrick Bernasconi, qui sera, je le précise, l'invité la semaine prochaine de la Tribune des décideurs, donc à votre place, il est déjà hors jeu? Je pense qu'il est hors jeu. Je pense qu'il n'incarne pas ce qu'on attend aujourd'hui d'un syndicat professionnel. Alors, une question sur votre cœur de métier. N'avez-vous pas peur de la concentration frénétique qui frappe le marché de la pub? Ça revient à ce métier qui est en train de se chercher un peu et de se repositionner? Oui, c'est un accordéon. C'est vrai que j'ai connu les deux grands groupes français. Ensuite, ils se sont un peu dissolus. On a vu la montée des groupes américains. Il y avait pas mal d'agences indépendantes qui avaient du poids. Aujourd'hui, il y a très peu d'agences indépendantes qui ont du poids. Il y en a beaucoup, mais elles sont toutes petites. Et il y a un retour en force de Publicis Savas sur le marché français qui est considérable, alors que les agences anglo-saxonnes, pour certaines, ont vraiment perdu de la place. Ça s'explique comment? Parce qu'elles sont plus puissantes, elles ont... Ça s'explique les moyens de se par convertir au plusieurs choses. Je pense qu'il y a un changement de management beaucoup trop fréquent. On s'est rendu compte que les managers étaient souvent des pions, donc seuls sont restés les bons, mais tous les autres ont disparu. Puis il y a des contraintes de gestion qui sont énormes avec tous les reportings financiers qu'on doit faire en permanence. Aujourd'hui, quand on dirige un groupe anglo-saxon en France, on doit demander l'autorisation pour recruter, pour licencier, pour investir dans des locaux, pour changer le matériel informatique, etc. quoi. Vous pouvez rester indépendant, un acteur moyen indépendant? C'est une vraie question, c'est une question qu'on se pose assez régulièrement. Aujourd'hui, on a certainement beaucoup plus d'investissement personnel dans la gestion des comptes de nos clients. Ça, c'est sûr que c'est une de nos forces par rapport au groupe intégré. On manque de moyens par rapport aux très grands groupes, c'est sûr aussi. Alors une question d'un internaute. Internet et le multi-écran sont-ils le rêve du publicitaire et des marques? Comment éviter que le temps de cerveau disponible devienne le cerveau disponible tout le temps? Voilà. On rentre dans la philosophie. Non, enfin moi ce que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est que Internet est une bouffée d'oxygène. Parce qu'on y développe des communications qui sont d'un autre genre que celles qu'on développe actuellement dans les médias traditionnels. Si je peux dire les choses simplement, dans les médias traditionnels, on n'a pas fait le tour de la question, mais on a des rhétoriques qui sont ultra connues. Et aujourd'hui, quand vous voyez la télévision, les écrans publicitaires, vous avez peu de surprises. Il y en a heureusement quelques-unes et on essaye d'en apporter. En revanche, quand vous ouvrez un écran comme votre laptop ou un mobile, vous allez pouvoir faire venir des discours qui sont complètement de nature différente. Là, actuellement, on fait pour le CIC des petites vidéos avec un gars qui s'appelle Gonzague, qui est un humoriste, qui fait des caméras cachées. Donc on ne peut pas lui donner l'ordre de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Il reste maître de son sujet, de sa façon de faire, mais il va apporter toute sa fraîcheur au service de la marque CIC. Et comme c'est quelque chose qui est fait spontanément, généreusement, et qui est assez improvisé, qui n'est pas aussi normé que la publicité classique, eh bien, ça amène des tas d'internautes qui trouvent ça formidable et qui regardent. Mais enfin, néanmoins, on a quand même le sentiment que la pub fait moins événements qu'elle le faisait à une époque. On a vu des campagnes très emblématiques et que, d'une certaine façon, le net, ce qui est assez paradoxal, ne donne pas cette impression d'être très créatif. Il y a une dimension très marketing, enfin, dans l'appréhension qu'on a de la pub sur le net, peut-être parce qu'elle est encore neuve. Et finalement, tout ça semble assez classique. C'est vrai que l'impression, disons, superficielle est comme ça parce que le net est envahi encore de pop-up, de bannières, de choses comme ça, ou d'emailing, qui sont une forme de publicité pour toutes ces formes-là, mais qui sont des formes qui sont, elles, complètement classiques et complètement intrusives.
En revanche, derrière ces formes classiques, il existe des vidéos qui peuvent attirer les foules et surtout que les foules peuvent se passer. Et est-ce que les boîtes de pub sont formatées, sont configurées justement pour être à nouveau inventives? Est-ce qu'elles sont assez jeunes, pour dire les choses un peu brutalement? C'est pour ça que je dis que c'est une chance, oui. Oui, elles sont en train de se révolutionner en ce moment. C'est d'ailleurs assez difficile parce que tous les créatifs classiques, tous les publicitaires classiques résistent et en même temps ils sont très attirés. Et il y a plein de gens nouveaux qui viennent de nulle part, on peut dire, et qui sont formidables, un peu comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Dans les années 80, quand vous avez lancé votre propre agence. On parle beaucoup de brand content, c'est-à-dire de cette fusion entre la publicité, le contenu, une séparation qui était claire avant entre le journalisme, par exemple, et puis la publicité, des univers qui se fondent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux niveaux dans votre question. Il y a le niveau brand content. Aujourd'hui, tout est brand content. Un film de pub, c'est du brand content, puisqu'aujourd'hui, un film de pub peut prendre des formes qui sont différentes de simplement une petite rhétorique sur les résistibilités du produit. Voilà. Donc tout est brand content, il n'y a plus de frontières, ça c'est sûr. En revanche, l'espèce de mixité qui n'est pas évidente entre le rédactionnel et la publicité, ça c'est un vrai sujet, mais le problème c'est que le sujet, ça y est, c'est fait, on peut le regretter, personnellement je le regrette, mais c'est fait, c'est trop tard. Quand vous discutez avec n'importe quel média, qu'il soit audiovisuel, digital, etc., c'est fini. Vous avez des marques qui sont partout, dans tous les contenus. Donc ça veut dire que les marques vont peu à peu prendre de plus en plus de pouvoir sur les médias. Alors, c'est pas pour ça que ça réussira, parce que si elles y vont avec des gros sabots, ce ne sera pas acceptable. Mais on revient en fait à quelque chose qui était le début de la publicité. Quand les lessiviers ont sponsorisé les soap-opéras. Oui, mais au moins, c'est vrai que les médias, les frontières étaient physiques entre la publicité et le rédactionnel. Et donc là, est-ce qu'on ne peut pas avoir à un moment un mouvement, comme le net le permet souvent, une sorte de révolte des internautes au sens large du terme, qui vont dire, attendez, qu'est-ce que vous nous racontez? On ne sait plus où on est. Bien entendu, si jamais c'est pernicieux, on aura la révolte, c'est très bien. Moi, personnellement, ça me choque, cette espèce de mélange des genres. Mais alors, comment le combattre? Comment le combattre? Écoutez, ça, malheureusement, la question se pose aux éditeurs. Parce que c'est eux qui cèdent. Chacun est dans son rôle. Qui ont besoin d'argent. Les journalistes résistent, les publicitaires, ou les marques plutôt, essayent d'exister partout, et les éditeurs ont besoin d'argent. Ouvrent les vannes, ont besoin d'argent. On en arrive d'ailleurs peut-être à un sujet d'un internaute sur la presse papier, sur la pub sur le papier. Est-ce que la pub sur le papier a encore un espoir? Bien sûr, je sais pas, moi je trouve que c'est un côté magique et quand vous ouvrez un quotidien et que vous avez une grande surface qui est belle, qui est intéressante, etc., ça ne fait pas du tout le même effet que sur un écran. Ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend. On a l'impression quand même que... Non, je crois que le contact physique, c'est quand même... Il y a des annonceurs encore qui vont, même quand la reprise va être là, qui vont dire oui, je veux annoncer dans des quotidiens, dans de la presse magazine. Je reprends l'exemple de mon client chéri Leclerc. Quand Leclerc parle dans la presse quotidienne, ça a un sens, c'est-à-dire c'est une déclaration, et cette déclaration, elle est faite pour être vue par tout le monde au même moment. C'est cette espèce d'impact de masse dont on sait que c'est comme quand on va au cinéma et qu'on voit un film, un long métrage, je veux dire, il y a une espèce de partage, et là, quand on est dans la presse quotidienne, on sait également qu'il y a une espèce, à un moment donné, il y a tout le monde qui regarde la même page. Alors, beaucoup de questions nous arrivent. Patoche demande, trouvez-vous normal que certains groupes concentrent tout de l'agence aux médias dans lequel il investit, et il cite Bolloré, par exemple? Alors, en termes de conflit d'intérêts, à l'étranger, ça ne passerait pas. En France, c'est toléré. J'ai fait personnellement une petite enquête à la demande de mon syndicat, la ACC, il y a 3 ans, sur cette question. On s'aperçoit que globalement, il n'y a pas de trafic d'influence, d'abus de position dominante, et il y a assez peu de transfert d'argent, notamment, entre les annonceurs et les médias d'un groupe qui gère la campagne des annonceurs. Oui, parce que c'est ce qu'ils disent. Si on favorisait un groupe, nos clients autres nous le reprocheraient. Il y en a marginalement, mais globalement, ce n'est pas le cas. Parce qu'on pourrait dire la même chose avec les groupes publicitaires qui passent des accords avec Google ou Yahoo, en disant je vous achète une certaine quantité d'espace, donc je vais la revendre plutôt à mes clients, et comme ça je vais faire du business. Et en fait, ça ne se passe pas tellement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le même phénomène? Finalement, les frontières sont de plus en plus poreuses. On le voit, on le disait, entre éditeurs, annonceurs et contenu. Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire d'intégrer des gros mastodontes de la communication? C'est le sens de l'histoire d'avoir des positions privilégiées, et les pays, par exemple le Japon, là c'est carrément... La plus grosse agence japonaise, Dentsu, possède pratiquement les émissions de télé. Donc là, il y a vraiment complètement collusion.
En France, je crois que les agences ont cette espèce de vertu de chercher à bien faire pour leurs clients, et ce n'est pas du tout le monde de Oui Oui que je cherche à faire passer. Je crois qu'il y a une espèce de conscience du boulot qui fait que quand on fait la section des moyens qu'on va mettre en œuvre, avec la stratégie des points de contact pour toucher au bon endroit les clients qu'on veut toucher, on pense beaucoup plus à l'efficacité pour la marque ou pour le client qu'à l'intérêt économique de l'actionnaire en haut qui va dire « ce serait bien si ça passait chez moi ». Quelles sont les limites de la pub web, nous demande un internaute. La question est un peu vaste pour que j'y réponde. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais elle prend des formes tellement différentes que c'est difficile de répondre à cette question. Personnellement, je suis un peu fâché avec la forme que prennent les emailing, qui sont un assez gros volume de la pub web, parce qu'ils sont faits d'une façon extrêmement quantitative, il n'y a pas tellement de respect du destinataire, donc on tire dans le tas. Et puis il y a un pourcentage de gens qui vont répondre et on se contente de ça. C'est pareil pour la pub télé ou les mass médias, hein, on tire dans le tas. Et puis si la pub pour la voiture ne vous intéresse pas parce que vous venez d'acheter une voiture, bon... C'est pas exactement pareil parce que la considération de l'annonceur pour sa cible est beaucoup plus forte en télévision parce que tout le monde voit le film et si tout le monde pense que c'est pas bien, c'est très mauvais. Alors que dans l'histoire de l'emailing, en fait, on s'en fiche un peu, on parle à des inconnus, enfin en tout cas des gens qui sont repérés grâce à leurs caractéristiques socio-professionnelles ou que sais-je, et puis on se dit s'il y a 2% c'est bien. Et je trouve ça totalement abstrait et totalement contre nature. Ça existe depuis très longtemps. Avant le emailing, il y avait les posts, j'ai oublié le nom, on envoyait comme ça. Marketing direct. Marketing direct. Marketing direct, oui, c'est vrai. Mais ça venait pas sur le truc sur lequel vous êtes branché de façon très intime, qui est votre écran. Alors Piti Piti demande pourquoi la pub n'a pas encore récupéré le Harlem Shake qu'on voit beaucoup sur YouTube ou le Halo de Nabila qui a fait aussi le buzz. Alors, tous les buzz ne sont-ils pas bons à prendre? Le Halo, il a été récupéré, mais assez vite arrêté parce que Nabila a déposé son Halo, donc ça a été tout de suite stoppé. Et en ce qui concerne le Harlem Shake, je crois qu'il a été repris par deux, trois marques, mais bon. Je pense qu'il y a aussi un côté non créatif là-dedans qui peut se retourner contre la marque. Il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Alors, non, juste pour rebondir quand même sur la question concernant la pub sur le web, il y a quand même ce sentiment un peu sourd qui est que cette époque où la pub faisait soit rêver, soit choquer, a un peu disparu et que le web, mine de rien, a un peu de mal à rembrayer là-dessus dans la mesure où tout est tellement banalisé, il y a déjà eu tellement de choses sur le web que finalement la pub passe un peu comme le reste. C'est vrai que c'est difficile de choquer. C'est vrai qu'on va plus se prendre par les bons sentiments. Il y a un film, le film qui vient de sortir Evian avec les bébés, les gens qui se voient bébés dans la glace, qui est une très belle suite de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est gentil et c'est plutôt l'exploit à la fois technique et puis le côté sympathique, parce que c'est toujours mignon des bébés, qui fait que c'est très regardé. Ça, plus le fait que c'était super poussé par des médias qui ont incité à le regarder. La pub rock'n'roll est morte. Pour l'instant, ouais, c'est un peu difficile. Quand vous faites la pub récente pour Leclerc avec des couples d'hommes, si j'ose dire, qui font clairement référence à la loi, au mariage pour tous, est-ce que ça participe de cette volonté? Là, c'est plutôt l'actualité qui nous a rejoints. On était super contents de ça parce qu'effectivement, le jour où le loi est passé, dans beaucoup de quotidiens, il y avait des photos du premier mariage notamment. Et nous, on avait une grande pleine page avec 2 hommes qui disaient que rien ne pourrait les séparer, même pas une poule. Et en fait, cette campagne, elle existe depuis 3 ans. Et depuis le début, on a voulu justement jouer sur les rapports amoureux de personnes qui appartiennent soit à Leclerc, soit qui sont des petits producteurs, puisqu'en fait, ça illustre les accords passés entre les adhérents Leclerc et les producteurs locaux. Donc ça peut être quand même des hommes et des femmes entre elles ou des hommes entre eux. Mais c'est vrai qu'on a voulu jouer là-dessus, sur ce côté couple irremplaçable et un peu étrange. Et les adhérents Leclerc et un certain nombre de producteurs nous disent allez-y à fond. Et en fait, on a été rattrapés par cette loi qui est arrivée au moment où cette campagne sortait. C'est très bien comme ça. Alors, racontez-nous comment ça s'est décidé. Qui a eu cette idée de le faire remonter? En fait, non. L'idée de l'axe qui consiste à rire sur des mariages improbables, à l'époque, ça vient de la création de l'agence. Donc, c'est les créatifs qui ont dit montrer des partenariats entre un producteur et un centre Leclerc, franchement, c'est pas super intéressant. Donc, pour donner un peu d'épices à cette histoire-là, ils ont dit on va faire des mariages d'hommes, on va faire des mariages d'hommes et de femmes, mais avec des gens très différents, des petits, des grands, etc., ou des mariages de femmes, de façon à attirer l'attention sur ces alliances locales. Et en fait, le mariage pour tous a donné une saveur particulière à cette campagne qui existait déjà. Est-ce que vous avez déjà refusé des clients? J'ai refusé d'aller sur des compétitions, oui, et refusé des clients, non. Et est-ce que vous avez une devise, nous demande aussi un internaute? Une devise? Oui, une devise, un slogan, que sais-je. Non, j'ai une vraie conviction, c'est que je suis responsable de ce que sort mon agence vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse, qui n'ont rien demandé à personne.
Alors, Socadence, qu'est-ce qui ferait l'innovation ultime, utilisable par la pub, la 3D, les hologrammes, les puces électroniques, que sais-je? Est-ce qu'il y a des innovations technologiques qui vont bouleverser finalement votre terrain de jeu? Notre métier a changé depuis 30 ans à une vitesse grand V par plein d'innovations technologiques, mais je ne crois pas que ce soit ça qui change le métier. Le métier que je fais, il reste un métier d'idées, c'est-à-dire il y a des gens qui vont trouver une idée qui vient de nulle part, on ne sait pas d'où elle vient, qui va surprendre tout le monde pour exprimer quelque chose qui va venir au service de nos clients. C'est encore ça la plus-value, c'est la création. Mais bien sûr, ça restera la créativité, parce qu'on ne peut plus dire création. Création a un sens maintenant presque fermé. C'est créativité, c'est-à-dire trouver des connexions qui surprennent et qui vont exprimer ce qu'on veut exprimer. Cette créativité, elle émerge de façon beaucoup plus prégnante qu'avant, via le net. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes en veille, vous avez des équipes qui sont en veille sur ce qui est créé, sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Il y a un réservoir formidable, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Il y a chez nous des jeunes générations de gens qui passent leur vie sur le web et qui repèrent tout ce qui se passe et qui se disent, tiens, là, il y a un truc nouveau, là, il y a un truc intéressant, ça, on ne peut pas le faire, ça a déjà été fait. Je ne sais pas comment ils font, personnellement, parce qu'ils travaillent en plus, mais ils sont là 24 heures sur 24, que ce soit des community managers qui vont suivre ce qui se dit sur une marque ou simplement des chefs de projet qui regardent tout ce qui se passe sur le web en permanence. Est-ce qu'il y a beaucoup de copies? Vous nous parliez de cette campagne Leclerc qui était plus ou moins inspirée de Tesco. On voit cette forme d'uniformisation des programmes TV du monde entier parce que ça marche dans un pays, on se dit que ça va marcher ici. Est-ce que c'est aussi un monde qui tourne un peu en rond, la pub? On s'inspire tous, évidemment. On regarde ce qui se passe à l'extérieur. Néanmoins, moi, ce qui me plaît dans notre métier, c'est quand on est confronté à une problématique nouvelle et qu'il faut la résoudre, quoi. Je veux dire, une fois, on nous a demandé pour l'assurance maladie de réduire la consommation d'antibiotiques. Bon, c'était la première fois, je crois, qu'on nous demandait, il y avait eu les économies d'énergie, mais la première fois qu'on nous demandait de faire une campagne qui diminue la consommation sur un sujet où personne ne l'avait fait avant. Donc il faut se creuser les ménages pour savoir comment je vais faire avec ces techniques qui sont à ma disposition pour obtenir un effet comme celui-là. Se vacciner contre la surconsommation. Et la marmotte, quel slogan auriez-vous voulu inventer? Est-ce qu'il y a un slogan qui vous résonne dans la tête? Il y en a un qui est tellement beau et qui est tellement court, c'est Think Different d'Apple, quoi. Je veux dire, ça c'est un super slogan. Un mot sur on revenait sur les thématiques de la publicité et Leclerc a effectivement creusé ce sillon à un moment, c'est cette idée d'engagement des marques sociales, environnementales. On a l'impression que c'est un petit peu passé. Est-ce que c'est un créneau qui finalement n'a pas donné les succès espérés? Ça a bien pris et puis très vite on est arrivé à un niveau à la fois de saturation et d'impossibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire que si on ne donne pas les moyens aux gens de faire quelque chose, ça ne sert plus à rien. Alors c'est ce qu'on appelle le greenwashing, évidemment. On a fait une enquête il y a 2 ans, tous les ans on fait une enquête sur les Français, la publicité, puis on fait des focus sur différents aspects de ce sujet. Ça va pas fort, hein. Ça va un peu moins mal là, mais je me demande si vous s'en réjouir ou pas. Et il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'avec la crise, il y avait un certain nombre de nouveaux sujets qui avaient été abordés par les marques. Et sur le sujet spécifiquement de la communication au développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise, etc., les gens nous disaient oui, ça a bien changé avec la crise, mais non, c'est pas la peine d'en faire plus, quoi, ça va comme ça. Ouais. Du côté, un peu un aspect... ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots, et puis ça va comme ça. Alors, une question de gamification, qui pose une question sur la gamification. Que pensez-vous justement de la gamification de la pub? Est-ce que jouer avec des marques me fera acheter plus d'Oasis, dit-il? C'est vraiment un métier où il n'y a pas de règle, quoi. Ce qui va marcher pour une marque ne marchera pas pour la marque cousine ou sosie 15 jours après. Donc c'est le premier qui utilise et qui creuse un sillon. C'est comme dans l'art, quoi. Je veux dire, on ouvre un nouveau sillon, ça marche et il y en a plein qui vont copier, mais ça marchera moins bien. Qu'est-ce que vous feriez comme campagne aujourd'hui pour Renault ou PSA qui ont des problèmes à la fois financiers, industriels, mais qui ont aussi un problème d'image? Une espèce de chape allemande qui est tombée sur le business de l'automobile. Qu'est-ce que Citroën a été très inventif à une époque, Renault l'a été. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour les constructeurs automobiles? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est vraiment les questions pièges, comme si je pouvais c'est bien pour ça qu'on a question en 10 secondes. C'est la question d'Eric. Hein. Oui, c'est Eric, ça. Merci, Eric. J'ai l'impression qu'il y a surtout un travail qui a été fait par ces marques, les marques allemandes, depuis tellement longtemps que
En fait, C'est pas la pub, c'est le produit, ça vous dit? elles ont une légitimité à parler sur le thème de la qualité, de la fiabilité, etc., que n'ont pas les Françaises. Les Françaises se sont battues sur le prix, sur le côté famille, etc. Aujourd'hui, on cherche des valeurs sûres. Il faut prendre le temps, mais on ne peut pas le faire en 15 jours. On ne peut pas changer une image en 15 jours, c'est pas possible. À moins de sortir des produits incroyables. C'est ce que Renault a fait avec Dacia. Donc là, il y avait une vérité produit qui s'imposait. Aujourd'hui, il n'y a pas de vérité produit ni sur Renault, ni sur Peugeot. Sur Renault, il y a peut-être, je sais pas, la Capture ou la Zoé ou des choses comme ça. Mais globalement, sur la gamme Renault ou sur la marque Peugeot, il n'y a pas de différence notable, quoi. Donc faire changer une image du jour au lendemain, c'est pas possible. Comment mêler créativité et ROI, retour sur investissement? Alors, il y a une étude allemande qui est sortie on y dans revient. la Harvard Business Review, je crois que c'est la semaine dernière. Ils ont fait l'étude sur 5 ans et alors je n'ai pas encore tout traduit, mais ils ont prouvé le lien entre créativité et efficacité. Plus c'est créatif, plus ça marche? Ouais, alors ils ont défini la créativité par la surprise, la capacité à mélanger les genres, etc. Donc je vous renvoie sur cette très bonne Donc il faut revue. bousculer quand même pour que ça marche. De toute façon, il faut surprendre. C'est la surprise. Pour moi, la créativité, c'est la congruence, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'inattendu et de pertinent. Quand on est inattendu et pertinent, ça marche. Quand on est inattendu et impertinent, ça ne marche pas. Et quand on est attendu et pertinent, ça ne marche pas non plus. C'est très simple. Oui, ça fait un double... Double négation. Oui, c'est Ouais. trop. To Be Three demande bonjour, que pensez-vous de la mode du glocal? Alors le glocal, on rappelle, hein, c'est ces Think marques global, mondiales act qui... local. Voilà. J'en pense pas grand-chose en fait. Bon, d'accord. Ça ne m'inspire pas beaucoup. Autre ça me semble être question. Une grosse- oui. une façon pour les grands groupes de légitimer leur existence. C'est-à-dire, on a des gens dans les headquarters qui pensent très bien pour tout le monde. Et on vous laisse une certaine liberté pour faire ce que vous pouvez et adapter localement. Alors, à propos des grands groupes, justement, pardon, Thomas, à propos des grands groupes, il y a un sujet comme ça qui est un petit peu souterrain dans le monde de la pub. On dit quand même que les marchés publics en France sont très difficilement accessibles aux autres groupes que les deux grands Manitou de la pub française. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ce qui est public, aujourd'hui, va très fortement vers les deux grands groupes français, c'est vrai, ainsi que quelques agences qui sont très bonnes, comme l'agence TBWA ou l'agence DDB, qui récoltent une bonne part aussi des marchés publics. Là, on a vu quand même le partage de Total. C'est pas vraiment un marché public. C'est pas vraiment un marché public, mais enfin, c'est pas non plus complètement privé. Ouais. Et Total a partagé son budget entre Havas et Publicis. Donc, il y a quelque chose de cette nature-là. Donc, c'est rassurant d'aller chez ceux qui sont forts et influents. Et puis à la marge, vous avez plein de petites agences qui gagnent des budgets publics. Nous, on vient de gagner l'assurance maladie, on travaille pour pas mal de services publics ou d'agences publiques. Il y a l'idée de cette influence-là que vous avez à nouveau évoquée, c'est-à-dire que, notamment en matière de marché public, on a le sentiment effectivement que des marchés publics ou de grands clients sont aussi attachés à l'influence que peuvent avoir les dirigeants de ces grands groupes sur des domaines dont nous ne parlerons pas ici, mais un certain Non, nombre mais c'est exact. connaît. On a parlé beaucoup des communicants. Les communicants incarnent cette influence et c'est vrai que c'est rassurant pour un patron d'un grand groupe ou pour un homme politique de se dire j'ai une influence, donc je vais pouvoir contrôler ce qui se dit de moi dans la presse ou ma présence dans la presse. C'est français ça? C'est typiquement français? Oui, je pense que c'est très français, oui. On va finir avec quelques questions sur le marché de l'emploi dans votre secteur. Le marché de l'embauche en agence pub est au point mort, nous dit un internaute, en tout cas pour les juniors depuis la crise. Est-ce qu'une embellie est envisageable? C'est-à-dire que globalement, il est au point mort, mais à l'intérieur de ce point mort, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'on recrute beaucoup dans les nouvelles technologies, dans le digital, etc. On recrute des gens nouveaux parce qu'il y a des savoir-faire nouveaux à acquérir. En revanche, sur le reste, c'est vrai qu'on a tendance à senioriser un tout petit peu. C'est des métiers qui sont en plus très durs et c'est difficile d'y rentrer dans la publicité parce que ce n'est pas bien payé au début. Il y a une précarité ou pas? Parce qu'on nous parle de comment augmenter le nombre de CDI. Moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, je ne connais pas les chiffres, mais personnellement, je ne suis pas tellement pour ni le trop grand nombre de stagiaires, ni les CDD, des choses comme ça. On va finir par une dernière question. Quelle marque vous fait rêver? Et peut-être hors portefeuille que vous avez, enfin peut-être l'un ou l'autre, les deux. Renault, voilà. Ça vous fait rêver? C'est un truc à long terme, un gros annonceur. Oui, ça me ferait rêver. Ouais. Mais la marque actuellement vous fait rêver ou ça vous ferait rêver de travailler avec elle? Non, je crois qu'il ne faut pas... Ma conception, c'est qu'on a toujours tendance à aimer les marques qui sont déjà arrivées, qui sont déjà successful.
Or, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une marque qui est dans un la challenge. difficulté et la faire progresser. Bon ben voilà, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci. questions. Merci à vous tous qui nous regardez pour vos questions aussi. J'espère qu'on y a apporté quelques éléments de réponse. On se retrouve la semaine prochaine, donc je le disais, avec Patrick Bernasconi, troisième homme de cette course à la présidence du MEDEF. À la semaine prochaine. Bon appétit.